Le renouvellement de la classe politique. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Je suis sûre que parmi vous, il y a certains qui se disent que c'est le changement d'un parti politique ou c'est la naissance d'un nouveau parti politique. Mais c'est rien de tout ça. Les renouvellements de la classe politique veut dire bien plus que ça, surtout dans notre pays, la RDC. Mais pour en savoir plus, je vous invite donc à vous installer confortablement parce que nous allons plus vous éclaircir à ces sujets lors de notre débat à la table ronde. Vous en saurez plus sur qu'est-ce que ça veut dire, le pourquoi, les comment. C'est tout de suite dans la Congolaise 2.0. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face notre jeunesse congolaise. Nos moments d'échange avec nos experts dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gracia. Comment vous allez? Super, très bien. En tout cas, je pense qu'on respire la joie. Oui, je vois ça. Oui. Je suis très contente de vous revoir après quand même un bon moment, surtout avec cette longue semaine. Oui, surtout ça. Voilà. Oui, la saison sèche. Oui, le froid, la poussière. La poussière, la grippe. Oui, tout ce qui va avec. C'est assez compliqué durant la semaine, mais bon, c'est toujours un plaisir de se revoir à la fin. Pendant ces moments d'échange. C'est bientôt, hein. Pardon? C'est bientôt le 30 juin. Ah oui, c'est dans une semaine, si je me trompe pas. J'avais oublié. Oui, on est déjà au 6e mois. Oh là là. Mon Dieu, quelle citoyenne je fais. Franchement. Non, mais c'est vrai, bientôt on sera dans le rythme de l'indépendance. Indépendance, tcha-tcha. Bientôt en tout cas. Ah mais franchement, sinon, qu'est-ce que vous me ramenez comme nouveauté de la semaine? Quoi de neuf les filles? Priska? Alors... Priska, à toi l'honneur. Moi, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. En tout cas, elle vient de l'international, de l'Asie. C'est un jeune entrepreneur qui fait des sacs plastiques ou autres, mais c'est pas vraiment du plastique. Ah, je pense que j'ai vu. Vous avez vu? C'est bio. Le sac au-dessus, sur le sac, il y a no plastique. Oui, c'est fait à base de manioc. C'est pas ça? Manioc. Exactement. Ah oui, j'avais vu ça vite avec les images, d'accord. Mais ce jeune entrepreneur qui nous vient de Bali, cette île indonésienne paradisiaque, hein, Bali, qui n'aimerait pas des vacances à Bali, qui s'appelle Kevin Kumala, qui a tout simplement qui a fait la remarque dans l'océan et s'est rendu compte que beaucoup de déchets plastiques sont déversés dans les océans et causent franchement beaucoup de dégâts. La dégradation de la biodiversité dans l'océan parce qu'avec les sacs plastiques, ça croche sur les poissons et tout ceci. Donc ça l'a mené en tout cas à monter cette fabrication de sacs plastiques, que ce soit même des assiettes faites de manioc. Franchement, je sais pas comment il fait. Mais... En fait, c'est ça, c'est l'idée qui me retient. En fait. Fabriquer un sac, des assiettes avec du manioc. Et c'est résistant quand même. C'est quoi le procédé? Et après, est-ce que le sac se dissout? C'est quoi? Exactement, oui. C'est ça que là, ça se dissout dans l'eau. Et en plus, vu que c'est fait avec du manioc, ça fait en sorte que même si les poissons arrivaient à l'avaler, c'est pas du tout nocif. Ah d'accord, c'est comestible. Oui, c'est comestible pour le poisson. Ça se dégrade facilement dans l'eau, contrairement au plastique, à du sac plastique et du plastique qui peut prendre jusqu'à 1000 ans. Oui, pour avant de commencer à se dégrader. C'est incroyable. T'imagines, hein? Ouais. On devrait... Voilà pourquoi c'est important le recyclage. Oui. Voilà pourquoi c'est ça. Beaucoup de personnes l'ignorent en fait. On se permet de jeter du plastique, d'en utiliser même, parce que même moi aussi je condamne les entreprises, les industries, puisqu'ils devraient normalement, en tenant compte de l'environnement, éviter de mettre leurs produits dans des emballages en plastique en soi. Parce que ça détruit la planète. C'est ça. Ça prend du temps à disparaître. Ça prend du temps en fait. Et entre-temps, ça nuit à l'environnement, à la santé, tout ce qui va à avec. l'assainissement. Donc,
en tout cas, c'est à féliciter. C'est une bonne C'est idée, très bonne une bonne démarche. innovation. J'espère que ça arrivera vite fait ici en Afrique. Yeah, j'espère. En tout cas. Ah, mais merci Prisca. Sinon, Gracias, de ton côté. Alors, de mon côté, il n'y a pas trop de nouvelles, à part un petit communiqué qui a un peu tiqué notre attention durant cette semaine. Précisément en fin de semaine, c'était le 20 juin 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va pas se mentir. On va parler du ministre qui fait plus de bruit, en tout cas. Depuis sa nomination. Constance. Monsieur Constance. Monsieur Constant Oui, Moutamba. il parlait déjà de lui avant d'être ministre. Hein. Déjà, c'est ça, le candidat malheureux. Bon, oui, c'était un candidat malheureux Il à la était. présidentielle. Donc, c'est de lui dont on va un peu parler et surtout de son communiqué disant qu'il ordonnait la suppression du folio 92. Je pense que folio 92, ça vous dit rien. On l'appelle aujourd'hui plus le F92. Et c'est plus un document qui fait office d'accusé de réception que l'on donne aux ASBEL qui sont en cours de démarche de légalisation. Ok, Oui, d'accord. c'est généralement ça, en tout cas, bien avant cet ordre, c'était ce que les ASBEL utilisaient. C'est plus un document qui, si je dois le dire de façon terre à terre, c'est on vous donne l'autorisation en attendant. En attendant, C'est que vous êtes ok. en démarche, donc utilisez ça en attendant. Et lui, il a pris la décision, Monsieur Constant, de supprimer cette... Oui, il a supprimé. J'espère qu'il y aura cette quand même accuse- la cette- rapidité voilà, d'avoir cet ces accusé documents. de réception, tout en demandant aux associations ne disposant pas encore de personnalité juridique de se conformer dans un délai d'1 mois. Waouh. Donc, je pense que ça laisse... bon, 1 mois, c'est pas évident. Je ne sais pas s'il tient compte de toutes les démarches administratives de notre pays. Parce qu'en soi, pour légaliser, que ce soit une entreprise, une ASBEL, c'est pas évident dans notre pays. Donc, quand il dit 1 mois, est-ce que c'est vraiment réaliste? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était ça l'ordre de notre ministre de la Justice. Mais je pense qu'il a quand même lancé les machines parce qu'il faut avouer que beaucoup d'organismes traînent avec ce F92, mais durant des années. D'avoir les documents. Il y a des J'imagine. associations. Et il n'y a pas que... Parmi les ASBEL, il y a les églises, qu'il a citées notamment, mais mis à part les églises, il y a également les associations qui œuvrent pour des causes caritatives, qui utilisent jusqu'à présent des F92. Donc je pense que eux tous, puisque ce sont tous des ASBEL, ils sont concernés par ce délai d'1 mois, donc ça sera chaud côté légalisation. Très compliqué, on va voir si réellement ça va aboutir à quelque chose. Mais bon, ce nouveau ministre, il a l'air très radical. Il a l'air très radical, il a l'air très chaud. Mais bon, ça prouve d'une certaine manière qu'il prend les choses en main. Et c'est vrai que les églises, les ASBEL devraient se légaliser, se conformer. Donc peut-être que ce coup de pouce, cette petite pression, permettra à tous les ASBEL de se légaliser, de ne pas être hors la loi. Ok, merci Gracias. Merci Prisca pour ces actualités et réalités de la semaine. Nous allons débuter notre émission. Comme toujours, nous débutons l'émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gracias. Juste après, nous allons vous présenter notre invité. Oui, nous avons un monsieur très exceptionnel qui va être avec nous lors de notre échange, lors de notre débat à la table ronde. Et par la suite, nous passerons justement à la table ronde, notre moment préféré à nous toutes. Et pour chuter, nous allons donner le conseil du jour. Gracias, la citation s'il te plaît. Ok, comme toujours, la citation du jour, la parole du jour que je vous apporte en cette soirée, dans cette édition de la Congolaise 2.0, nous vient encore d'un candidat malheureux à la présidence. Je suis en mode candidat malheureux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la citation nous vient, je pense qu'il est quand même connu, de Monsieur Moïse Katumbi. Oui. Les citations sont toujours made in RDC, je ne sors pas. Oui, je vois ces temps-ci, on reste au pays. Tout à fait. Alors, s'il faudrait parler brièvement de M. Katumbi, il est né le 28 décembre 1964 à Kashobwe, dans le Haut-Katanga, et est un homme d'affaires, un homme politique, un dirigeant sportif congolais. Et il est le président du parti Ensemble pour la République. Il était gouverneur de la province du Katanga de février 2007 à septembre 2015. Donc c'est quand même un homme de parcours, un homme estimé.
un homme qui a failli être notre Quoi? président. Ah, d'accord. Il a failli être le président de la République. Donc, c'est sa parole que je veux apporter sur ce plateau. Il dit: le renouvellement de la classe politique en Afrique est essentiel pour assurer un avenir meilleur pour nos nations. Et il est temps de laisser place à une nouvelle génération de leaders engagés. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? En soi, pour moi, la parole est très explicite, très claire. Mais est-ce que vous avez un commentaire? Ouais, je pense qu'il dit juste qu'il faut laisser la place aux jeunes aussi de s'exprimer dans le secteur politique parce que on a un système politique qui reste encore très très vieux, je vais dire ça comme ça. Voilà, c'est maintenant que je commence à voir qu'on laisse un peu de plus en plus les jeunes, mais c'est vraiment à changer. On a besoin des jeunes filles, des jeunes garçons justement dans tous ces classements politiques. Oui, tout à fait. C'est important. En C'est soi, vrai qu'on ne veut pas chasser les vieux, mais c'est notre tour, je trouve. C'est à des nous réflexions maintenant nouvelles. voilà, d'apporter une innovation parce que quand on est jeune, la jeunesse apporte l'innovation. La jeunesse a beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'énergie. Tout à fait. Voilà, et c'est différent de l'ancienne génération qui reste encore, qui sont un peu encore archaïques, vous voyez. Donc, je pense que c'est important. En tout cas, c'est clairement ce qu'il a voulu dire, surtout dans le deuxième paragraphe de sa citation. Il a dit: il est temps de laisser place à une nouvelle génération de leaders engagés. Donc, il reconnaît que la classe politique a besoin de changement. Il y a eu un temps et après, il y aura un autre temps. Et pour pouvoir assurer justement cette transition, il faudrait qu'il y ait un renouvellement. Donc, il faudrait que nos aïeux, nos anciens, puissent laisser place à la nouvelle génération pour qu'ils puissent avoir un avenir. Puisque après, quand on parle d'ancienne nouvelle classe, l'ancienne classe a sa mentalité, a sa façon de faire, a ses manières. Et c'est vrai que pour évoluer, on a besoin de nouvelles pensées, d'un nouvel esprit, d'une nouvelle manière de faire. Et qui d'autre que les jeunes peuvent oser, exactement. Surtout un tout Donc, petit commentaire. un tout petit commentaire. Moi, j'ai vu la photo de famille du ministère de la Jeunesse avec la nouvelle ministre qu'on a nommée. Mais vous vous rendez compte que sur la photo de famille, c'est la seule à être jeune. Elle est à la trentaine, je pense. Tous ceux qui composent le corps, ils sont très grands. Qui devraient aller en retraite, c'est comment déjà ils peuvent apporter des idées innovantes déjà par rapport à l'âge de retraite, en soi, la loi dit que l'âge obligatoire, en tout cas l'âge d'accès à la retraite, c'est 60 ans. Mais l'âge obligatoire, ou quoi qu'il arrive, tu dois partir, c'est 65 ans. Mais malheureusement, dans le gouvernement, on a des de 68 ans, on a de 70 ans qui sont encore en exercice. Et même au Parlement, Dieu merci, je crois qu'il y a eu un petit changement. Mais oui, au Parlement, c'est ça, à l'Assemblée nationale. Mais moi, j'étais choquée. J'ai rien contre eux, mais quand même. Hein, tu as quelqu'un de plus de 70 ans, c'est trop quand même. Ouais, la retraite. Oui, parce qu'après là, on n'avance pas. Je trouve que là aussi, des problèmes dans notre pays qui fait qu'aussi on ne puisse pas avancer, c'est le fait qu'on n'a pas des personnes qui osent vraiment. Parce qu'on ne laisse pas justement aux jeunes. Les jeunes ont l'esprit vif, peuvent oser, peuvent créer, peuvent trouver... Les vieux sont dans le confort. Oui, les vieux sont dans le confort et généralement, ils n'aiment pas quitter leur petit confort. C'est qui est un peu compliqué. C'est ça. Je pense que la citation de Monsieur Moïse nous a déjà plongé dans le bain du thème du jour. Merci Gracias, en tout cas, pour tes citations qui vont toujours de pair avec notre sujet, nos débats. Alors, je vous ai dit qu'on avait un invité exceptionnel à Monsieur Christian Mukendi. Bonsoir, Monsieur Christian. Bonsoir, Madame Prunel. Bonsoir, Madame Priska. Bonsoir, Madame Gracia. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va. On tient. Merci de nous avoir honorés de votre présence dans ce plateau. L'honneur est tout à moi. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Qui est Monsieur Christian Mukendi? Alors, Monsieur Christian Mukendi Christos, c'est ça, je prononce bien, est chef exécutif officer des Enigma Holding. Voilà. Et c'est une entreprise spécialisée en études du marché. Il est également fondateur du parti politique Congo Prospère et Grand. Et passionné du progrès de la République démocratique du Congo, il ne ménage aucun effort pour contribuer aux nombreuses initiatives en faveur du développement du pays. On a là un militant, un fervent militant dans tout ce qui concerne les développements de notre pays, surtout dans les secteurs politiques. Oui, dans le secteur de la sécurité aussi. Oui, c'est vrai. Et les autres.
Sinon, Quel parcours. je vous ai bien présenté, hein, Monsieur Christian. Ouais, ou ça si va. vous avez quelques mots à rajouter pour que le public, nos chers téléspectateurs, puissent prendre connaissance encore plus mieux de vous. Je sais que vous êtes très connu, voilà, Non, pas. notamment sur relativement. Twitter. Oui, oui. Twitter n'est que une infime partie de notre opinion. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Donc, vous avez tout dit. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et donc, comme vous l'avez dit, on est en même temps dans les affaires, ce qui n'est pas facile. Dans les contextes congolais, on essaye de nous battre. Mais c'est justement ces difficultés que nous rencontrons dans les domaines des affaires qui nous poussent à comprendre que si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Voilà. Pour nous, ce n'est pas qu'une citation de Gracias. Pour nous, c'est une réalité. Nous l'avons vécu, nous avons vu comment la politique s'occupe de nous au quotidien dans notre entrepreneuriat. Et il était important de jeter aussi un coup d'œil de ces côtés-là. Et quand on a regardé, on a vu que tout était vieux, justement. C'est-à-dire que les manières, que les politiques, que les acteurs, que la façon même d'impliquer le peuple et pas de le rendre utile, mais de l'utiliser. C'était des choses qui ne nous plaisaient pas et c'est pour cela que nous nous sommes dit, on n'était pas très à l'aise avec ça parce que le nombre de partis politiques est exagéré dans notre pays. Nous, on est plutôt pour des grands blocs qui peuvent permettre une plus grande visibilité de l'échiquier politique et aider les peuples à pouvoir juger les uns des autres et opérer de choix assez éclairés lors des élections. Mais on s'est dit, bon, finalement, on va se rajouter encore dans cette liste multiple des partis politiques. C'était vraiment une décision difficile, mais il les fallait pour avoir toute l'autonomie de notre politique, toute l'autonomie de notre vision, de nos ambitions, pour pouvoir créer un écosystème patriotique où les jeunes savent s'exprimer, où les jeunes savent s'exercer, où les jeunes savent venir et se battre pour le destin de leur pays. Et donc CPG, comme vous l'avez dit, Congo Prospère et Grand, c'est une plateforme qui milite pour la restauration de la dignité de notre peuple à travers l'engagement patriotique de sa jeunesse. Et qui dit jeunesse ne dit pas âge, comme on dit rajeunissement de la classe politique, renouvellement de la classe politique. Pour moi, ce ne sont pas des notions qui impliquent forcément l'âge. C'est vrai que l'âge est une composante importante de ces notions, mais pour moi, la jeunesse, comme un grand auteur que j'ai lisé et qui a aussi façonné ma façon de voir depuis que j'étais adolescent, Khalil Gibran, qui a écrit dans son livre que la jeunesse, on ne devient pas vieux pour avoir accumulé le nombre d'années, mais l'on devient vieux pour avoir déserté son idéal. Et donc pour moi, nous sommes dans une société à 70%, moins de 35 ans, Tout à fait. mais où tout le monde est pratiquement vieux. Donc ça veut dire nous avons des jeunes vieux, des jeunes qui n'ont pas d'idéal, des jeunes lorsqu'ils se regardent, ils ne savent pas où ils vont, des jeunes qui se réveillent dans le rythme des aiguilles d'horloge, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Ils n'ont pas des perspectives d'avenir. Pas tout le temps leur faute. Peut-être que l'État qui est censé organiser ça ne l'a pas fait. Mais en tout cas, toujours est-il que nous sommes dans une société vieillissante. Et il fallait apporter de la jeunesse dans les têtes, de la fraîcheur, pour que nous puissions modéliser le Congo que nous voulons et qu'on se donne le moyen de les faire, quoi. Et on s'est dit, on fera notre part et on va pouvoir organiser de sorte à ce que l'on puisse transmettre cela aux générations futures qui, elles, feront mieux. Parce que ce n'est pas gagné pour notre génération. Comme les Bantous disent, l'arbre qui s'est déjà penché à l'âge adulte, il est difficile de le redresser. On fait de notre mieux. Merci, Monsieur Christian. En tout cas, au moins, comme vous avez dit, on fait tous de notre mieux et ça va porter ses fruits un jour et je pense que la prochaine génération va plutôt en profiter et faire encore mieux que nous. Merci. Alors les filles, c'est le moment de la table ronde. N'ayez pas peur. Elle n'est pas si ronde que ça, mais ça va. C'est juste dit, c'est le moment où on argumente, on débat. Parfait. Voilà, où les contradictions, tout comme les... Où on échange. Voilà. Brainstorming. Exactement. Comme je l'ai dit au début, notre sujet du jour est les renouvellements de la classe politique en RDC. Aujourd'hui, nous allons un peu creuser là-dessus, comprendre c'est quoi déjà les renouvellements
de la classe politique. Déjà comprendre ça et pourquoi on en a besoin dans notre pays et qu'on sort. Donc voilà, Monsieur Christian, je suis très contente que ça soit avec vous qu'on débat, vu votre expérience déjà dans la politique et surtout vous avez déjà aussi un parti politique qui justement pourra nous aider à comprendre un peu ces débats avec nos chers téléspectateurs. Voilà. J'ai une série de questions, comme toujours, pour pouvoir animer notre table ronde et tout. Donc, ces deux dames vont vous contredire ou être d'accord avec vous. Surtout celle en lunettes. Donc vous comprenez que les gens avec les lunettes sont débattent beaucoup. Là, je vais enlever alors mes lunettes. Je suis visée, je me sens visée. Qu'est-ce qu'elle n'a pas mis? Mais non, tu n'es pas seule au moins dans le plateau. Voilà, donc... On dit les lunettes, c'est pour les intellos. Généralement, c'est ce qu'on dit. On te taquine, je t'ai charrie, Gracia. C'est ça. Alors, pour commencer, c'est une question pour vous tous. Voilà. Alors, quelles sont les principales initiatives mises en place par le gouvernement congolais pour encourager le rajeunissement et le renouvellement de la classe politique depuis 2023? Ok. En fait, comme je l'ai dit, il faut commencer par fixer les idées et comprendre c'est quoi vous avez parlé du renouvellement de la classe politique, c'est ça? Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, je pense qu'on devrait déjà définir ça. Oui. Alors, de façon vague, parfois le renouvellement de la classe politique est confondu avec un peu le rajeunissement de la classe politique. Et même si moi, personnellement, je vais vous dire ce que j'en pense. Le renouvellement de la classe politique, donc ça veut dire... comme dans un cycle, à chaque fois, il y a des nouveaux acteurs qui sont injectés dans la politique, qui viennent avec une meilleure visibilité pour permettre au pays de continuer à avancer. Parce que nous sommes dans un monde où on dit que le monde avance tellement vite que ceux qui n'avancent pas reculent. Et c'est pourquoi tous les États investissent beaucoup dans la recherche, investissent beaucoup dans les investissements, mettent beaucoup d'argent dans les investissements. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours faire le pas de plus, toujours avancer, aller vers l'innovation de plus qui va leur permettre de dépenser le moins de ressources pour obtenir le plus de résultats possible. Et ça, parfois le renouvellement vient avec les changements de Kazakh. Donc ça veut dire, aujourd'hui c'était les républicains et puis demain ce sera le démocrate. Et parfois c'est avec les changements des individus. Donc ça veut dire, c'est la même famille politique qui rempile, mais en présentant un autre candidat ou d'autres acteurs qui rentrent dans l'administration et dans la gestion pour apporter une meilleure visibilité. Parce que parfois, lorsqu'on reste très longtemps dans un poste de responsabilité, une certaine routine s'installe, les idées ne sont plus claires, et parfois il y a, on va dire, il y a une certaine affinité qui s'installe avec parfois même les gens que vous êtes censés contrôler. Parfois, vous vous habituez, vous vous accommodez à certaines choses qui, en principe, devraient mettre mal à l'aise. Et ça, c'est le but du renouvellement, là. Et c'est beaucoup plus visible dans les secteurs de l'armée, dans la diplomatie notamment. Et c'est pour ça que vous verrez que, généralement, les mandats, c'est de max 3 ans. Pour un diplomate. Donc, dès que tu es installé dans un pays, après 3 ans, tu dois t'en aller, tout ça. On peut peut-être renouveler pour que tu ailles, que tu commences un peu à sympathiser avec le pays où tu es et parfois à compromettre les intérêts de ton propre pays. Et c'est pourquoi très vite on t'enlève, on te met ailleurs, ainsi de suite. Parce que eux là, c'est les représentants du président, c'est les premiers services des renseignements avancés d'un pays, ce sont les diplomates. Et il ne faut pas que ces gens-là puissent se compromettre. Alors, pour ne pas les soumettre à la tentation, ne nous soumet pas à la tentation, c'est justement en les changeant comme ça. Et donc, c'est ça en fait le renouvellement. Mais le renouvellement vu en RDC, quand on entend les acteurs, et principalement surtout les jeunes, on voit renouvellement, donc ça veut dire les vieux partent et les jeunes viennent s'installer. Et ça, c'est peut-être plutôt le rajeunissement. Le rajeunissement, donc ça veut dire on met un peu un coup de jeunes dans l'administration. C'était notamment l'objectif avec l'ENA, où on formait des hauts fonctionnaires, des jeunes qui devaient par la suite être intégrés dans l'administration publique, ENA dont on n'entend plus parler.
Mais c'était une très bonne initiative. Dans d'autres pays, beaucoup de présidents, par exemple français, ont été des énarques qui sont passés par l'ENA, l'École nationale d'administration, et qui sont arrivés en sachant beaucoup mieux gérer. Mais ici, au Congo, comme je l'ai dit, c'est plus le rajeunissement. Et je suis certain que même nous, là, en entendant renouvellement, on pense plutôt que non, il faut que tel vieux quitte, ce que M. Christian entre, tout ça. Voilà, donc, voilà, exactement. Même dans le domaine du journalisme, il y avait les vieux qui Bambichine, toi et les autres, tout ça. Et donc, quand vous entendez le renouvellement, vous entendez que maintenant, il y a Prunel, il y a Fusca, il y a Gracias, tout ça. Et vous voyez... comme vous disiez là, vous venez avec des idées, vous venez avec une autre façon de faire, avec beaucoup de détente, parce que on va vous adapter aussi à votre monde. C'est un monde qui va très vite, c'est un monde du digital, c'est un monde ultra connecté, où les gens n'ont pas forcément le temps, et où les gens ne sont pas forcément concentrés sur des sujets très importants, mais qui sont présentés avec le visage serré, tout ça. Non, il faut sourire, mais tout en passant des messages, tout en éduquant, tout ça. Ça là, vu de la vieille génération, on penserait que vous êtes en train de détruire le métier, quoi. C'est vrai. Pourtant, c'est peut-être une certaine façon aussi d'informer, tout en égayant, tout en mettant les gens à l'aise. Donc, quelqu'un va rester 30 minutes devant les infos, mais il n'a pas vu le temps passer, parce que c'était bien à entendre, c'était bien à voir. Donc, c'est ça le but, notamment, de ces renouvellements du rajeunissement. Mais moi, personnellement, pour moi, le rajeunir, c'est aussi... on va dire, introduire d'autres acteurs dans les systèmes. Pas forcément des acteurs jeunes, parce que comme je l'ai dit, la jeunesse, ce n'est que des chiffres. Parce qu'aujourd'hui, là, je dis toujours aux gens, même à mes collaborateurs, qui pour la plupart sont plus âgés que moi, aujourd'hui j'ai 30 ans, mais je leur dis, si aujourd'hui on demande aux jeunes de 30 ans de sortir, si moi je sors, on va penser que c'est moi qui ai convoqué la réunion pour pouvoir leur donner des conseils et les encadrer. Tu vois? Parce que j'ai l'air, même physiologiquement, même par ce que j'ai fait, par comment je vois les choses, d'avoir dépassé mon âge. Donc, pour dire que l'âge n'est qu'un chiffre. Mais en même temps, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont peut-être des 10 ans plus âgés que moi, mais tu sens qu'il n'y a rien. Ça va pas. Que tu sens que ça ne va pas. Et c'est pourquoi je dis... qu'on doit quitter cette histoire-là d'âge ou tout ça. C'est vrai que c'est important, oui, c'est important, mais de beaucoup plus mettre les compétences que les gens apportent, mettre plutôt le fait, à chaque fois, de renouveler les cycles avec des nouveaux acteurs qui voient les choses différemment. Mais dans tous les cas, ça ne doit pas changer grand-chose si nous savons tous où nous allons. C'est ça le mal avec notre pays. Le Congo n'a pas un problème de renouvellement. Parce que c'est rare de trouver dans un gouvernement quelqu'un qui est resté ministre plus de 10 ans. Oui, c'est vrai. Donc vous verrez, généralement, c'est des gens qui sont là peut-être il y a 3 ans ou peut-être il était dans le gouvernement passé et puis il est reconduit. Mais le taux de reconduction n'a jamais dépassé les 30%. À moins que ce soit un remaniement où c'était pour enlever 2-3 ministres, tout ça, c'est-à-dire que la majorité vienne et puis on remplace ceux-là qui sont partis, comme le remaniement quand Moïse Katumbi est allé dans l'opposition. On a demandé à certains ministres, ceux-là qui voulaient aller avec Katumbi, de démissionner, de partir. Et il y a eu notamment Samalou Konde, qui était à l'époque ministre de Sport et Loisirs, qui avait démissionné parce qu'il avait rejoint le G7, je ne sais pas comment ils appelaient ça à l'époque, pour aller avec Katumbi. Pierre Lumbi, qui était responsable de la sécurité de Kabila, qui a jeté l'éponge aussi pour aller former avec Olivier Kamitatou et les autres ces mouvements-là de Katumbi. Et donc, mais le véritable problème, c'est que nos politiques ne sont pas coordonnées. Nous ne savons pas ce que nous voulons faire de ces pays. Et c'est pourquoi c'est même la lutte que nous menons à CPG. Ça veut dire nous voulons avoir un modèle du Congo que nous voulons dans 35 ans. Pourquoi 35 ans? Parce que dans 35 ans, un peu plus, nous serons centenaires. Nous serons en 2060 et notre pays va célébrer ses 100 ans d'indépendance. Mais si on fait le bilan de l'année 0 à l'année 65 ou 64 bientôt là, nous n'avons fait que dégringoler. Donc le Congo que nous avons hérité de l'indépendance n'a rien à voir avec le Congo d'aujourd'hui.
Et je suis sûr qu'en demandant l'indépendance, si on avait projeté dans les écrans, 60 ans plus tard, c'est que ces Congos-là, dont nos pères voulaient, pour lesquels nos pères voulaient l'indépendance, c'est qu'il deviendra. Personne n'aurait voulu de l'indépendance. On aurait demandé aux Belges de rester. Ça, j'en suis certain. Mais nos pères fondateurs n'ont pas hésité de donner de leur vie. Lumumba, que j'appelle personnellement grand maître, qui m'inspire, tout ça, il n'a pas hésité de donner de sa vie. Il n'avait pas 40 ans lorsqu'il est mort. Oui. Mais il a marqué l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un Congo indépendant sera un Congo libre, sera un Congo prospère, sera un Congo grand. Et c'est pourquoi il disait même à Kasavubu, qui lui disait que, Monsieur le Premier ministre, le Congo est tellement grand qu'on ne saura pas le diriger. Il a dit, Monsieur le Président, le Congo est grand et il exige de nous de la grandeur. Ouais. C'est cette grandeur-là que nous avons perdue. RDC Lowamakasi, on n'en entend plus parler. Parce que même dans nos têtes, là, nous sommes devenus un peuple défaitiste. Un peuple pessimiste. Mokango Koufa déjà. Congo est Bongalisouté. On entend ça dans le chef de responsable politique. Et on se demande, que dit la population. Donc en fait, ils ont simplement dit tout haut, c'est que toute la population pense et c'est qu'on partage. Ce qui n'est pas une bonne chose parce que quand vous proférez des pensées négatives, même envers sa propre personne, exactement, ça ne permet pas la... Nous sommes dans le monde des esprits. Exactement, nous sommes dans le monde des esprits. Tout ce qui est matérialisé aujourd'hui a commencé par une idée, a commencé par un esprit, tout ça, et qui c'est dans le choc des esprits là que des étincelles naissent et les choses viennent à la vie. Et donc, vous verrez un ministre qui vient, qui rentre. Tout ce qui nous préoccupe, c'est de pouvoir faire des choses, initier des choses qui vont l'enrichir et aussi qui vont donner l'impression qu'il a fait des choses pour que les gens puissent l'applaudir. Vous parliez tout à l'heure du ministre de la Justice, un jeune comme moi, que je félicite beaucoup, que j'apprécie aussi. On lui souhaite bonne chance. Et notre espoir, c'est que ce qu'il fait ne rentre pas, en fait, dans la politique de tous ceux-là qui font aussi comme ça, mais juste par populisme, juste pour qu'on sache que là, maintenant, c'est moi qui suis là et que je fais des choses. Mais après, on n'en entend plus parler. Il y a des gens qui viennent, ils ne veulent pas aller travailler dans l'existant. Parce qu'il s'est dit que si je travaille dans l'existant, on va dire que j'ai copié tel ministre qui était avant moi. On va dire que... et puis quand ça va réussir, on va dire que ce n'est pas moi, mais c'est parce qu'un tel avait commencé. On l'a vu ça avec la gratuité de l'enseignement, où tous les kabylistes disaient que la gratuité de l'enseignement, depuis l'époque de Kabila, c'est nous qui avons mis ça dans la Constitution, tout ça. Mais vous avez mis ça dans la Constitution depuis 2006, et on a attendu 2019 pour que quelqu'un d'autre vienne, et pour qu'avec la volonté politique, qu'il les fasse. Et vous l'avez même combattu, parce que l'une des raisons de la dislocation de FCC Cash, c'était notamment ces sujets-là de la gratuité de l'enseignement, où pour les gens du FCC, c'était impossible de pouvoir réaliser la gratuité de l'enseignement. Et donc, vous voyez que les gens ne servent pas le pays, mais les gens servent leurs propres intérêts, les gens servent leurs propres images. Et c'est pourquoi il y a des initiatives qui commencent, qui sont laissées, on touche à cela, on laisse, on touche là, on laisse. Pourquoi? Parce que chacun regarde où il peut faire pour qu'on dise « Ah, bravo, lui, il fait ». Et quand il part, celui qui vient là ne va pas toucher là où lui avait commencé. Lui aussi veut initier pour qu'on dise aussi qu'il a fait. Et aussi parce qu'il sait que l'autre là avait déjà des intérêts financiers sur ça. Et même si lui va là-bas, il ne va pas gagner grand-chose. Alors lui doit initier quelque chose d'autre pour qu'il puisse avoir son intérêt là-dessus. Donc, on va dire le secret pour que nous puissions avancer ce pays, c'est de tracer cette trajectoire-là qui va nous amener vers le Congo que nous voulons. C'est de connaître ces Congos-là que nous voulons, le modéliser. Comme on dit, rêve nanga à moi à 15 ans. Pour les jeunes filles, tout ça. Vous aviez tout à 15 ans. Elle a l'air d'avoir 15 ans. Vous aviez toutes à 15 ans des rêves de jeunes filles, c'est que vous vouliez faire de votre vie. Et c'est ça qui a motivé vos choix, notamment quand il fallait choisir littéraire, scientifique, machin, tout ça. Vous avez choisi en fonction de vos rêves, de ce que vous vouliez faire de votre vie. Peut-être que les réalités de la vie ont fait que jusqu'à ce que vous obteniez votre diplôme, vous avez peut-être réglé des petites choses. Mais même là aussi, le choix que vous avez fait pour aller à l'université, c'était en fonction aussi de ce que vous pensiez de vous. Université peut réalité à vie et bêtis, et vous vous êtes adapté, et c'est comme ça que des médecins se retrouvent dans ces plateaux comme journalistes. Et des agronomes que je suis deviennent acteurs politiques et dans les études de marché qui n'ont rien à voir avec forcément l'agronomie. Et donc, c'est ça aussi, cette capacité d'adaptation-là qui est une richesse pour le Congolais, les générations de notre pays. Mais comme je l'ai dit,
le rajeunissement de la classe politique ou le renouvellement de la classe politique n'est pas ce qui manque à notre pays. Parce que si on regarde bien, on change des ministres. Et maintenant, là, comme on a politisé les entreprises publiques, donc à chaque fois, dès qu'il y a des ordonnances comme ça, un DG qui avait fait 2 ans à l'ONATRA, il est enlevé, on met un autre parce que c'est un parti politique qui a proposé quelqu'un là-bas, tout ça. Donc maintenant, là, on ne peut même plus parler de renouvellement, de changement, parce que c'est effectif. Il y en a déjà. Si on va parler du rajeunissement, c'est effectif. Regardez le taux des jeunes que le président a nommés depuis qu'il est au pouvoir. Si, les femmes même n'en parlent même pas. Vous êtes gâtés avec... oui, mais on n'a pas encore le 50-50. Avec le champion de la masculinité positive. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de changements depuis. Oui, qu'il faut reconnaître. Oui. Mais pourquoi ça ne produit pas les résultats? Simplement parce que nous n'avons pas une vision de ce que nous voulons faire de ces pays. Nous avons un président qui a la volonté de faire, mais il ne sait pas ou il n'a pas pu, faute peut-être d'avoir des acteurs qui peuvent assimiler sa vision, donc il n'a pas su transmettre cette vision-là, que les gens la portent, que les gens en fassent la leur et qui se battent pour pouvoir aboutir à cela. Et c'est comme ça qu'on va enlever des individus, mais la politique de la RDC ne va pas changer. Oui. Donc la politique par rapport au Rwanda, par rapport aux pays voisins, on sait que nous sommes un pays très riche, eux n'ont pas beaucoup de ressources, donc ils vont toujours convoiter notre pays. Donc ça veut dire, aujourd'hui, Tshisekedi qui dit qu'il ne va pas négocier avec le M23 peut partir, mais il faut que celui qui vienne là comprenne pourquoi Tshisekedi ne veut pas négocier avec le M23 et qu'il reste sur la même ligne. Et c'est pourquoi vous verrez que la politique de la France, par exemple, par rapport à l'Afrique, n'a pas changé. On a fustigé la France-Afrique. C'était depuis De Gaulle, hein, on a changé beaucoup, Pompidou est venu, Mitterrand, tout ça. Chirac, peut-être vous l'avez connu ou pas, mais Chirac avait aussi une certaine façon de traiter l'Afrique. On s'est dit, bon, Sarkozy est venu. Sarkozy était de la droite aussi comme Chirac, on ne s'attendait pas à grand-chose. Mais nous tous, nous étions très contents lorsque Sarkozy est parti et qu'Hollande est venu, parce que Hollande, c'était la gauche, Hollande, c'était une certaine façon de voir, tout ça, il disait des choses, mais qui finalement, il ne les a pas accomplies. La France est restée en Afrique, la France est restée pillée en Afrique, la France est restée s'ingérer dans les politiques africaines, déstabiliser l'Afrique. Et Macron est venu casser et la droite et la gauche pour créer quelque chose d'hybride, un monstre que nous avons applaudi, pensant que c'était la solution. Il était jeune, tout ça. Les jeunes, vous les jeunes là qui voulaient avoir le pouvoir. Donc on s'est dit qu'avec Macron là, c'était bon. Mais quand il est venu, aujourd'hui là, même là en France, les gens qui l'ont applaudi, tout ça, il est le président le plus haï. Il a été reconduit simplement parce que les gens ne voulaient pas de l'extrême droite. Alors, entre la peste et la malaria, les gens ont choisi la malaria, en oubliant que la malaria tue beaucoup plus et des millions de personnes par année. Et voilà là maintenant, c'est l'extrême droite qui est maintenant plébiscité. Et pourquoi l'extrême droite est plébiscité? Parce que, vous parliez par exemple de Katumbi tout à l'heure, de cette citation-là. Katumbi a échoué aux élections. Il a échoué à être candidat en 2018. Il a échoué aux élections de 2023. En réalité, si on est cohérent avec cette notion-là de renouvellement, il faut comprendre qu'un parti politique, ce n'est pas vous en tant qu'individu. Moi, dans mon parti politique, je dis toujours aux gens, je ne suis pas président éternellement. Donc, j'implémente quelque chose, mais je prépare déjà la succession parce qu'à un certain moment, ce sera les mêmes discours, ce sera le même visage, ça ne va pas porter, il faut pouvoir changer. Et aujourd'hui, vous voyez, Marine Le Pen s'est mis derrière Bardella. Bardella qui n'a que 29 ans. Et Bardella était déjà président du Rassemblement national depuis 2021. Donc il était encore extrêmement jeune. Mais on lui a fait confiance. On lui a donné la direction du parti. Il est venu avec les réseaux sociaux, il est venu avec le style qui a innové. Voilà, exactement. Donc il a redoré l'image du Rassemblement national. Et ils avaient eu le réflexe d'échanger de nom parce que le Front national, comme c'était hérité du père Le Pen, ça avait une image un peu comme nazi, tout ça et tout. Ils ont changé en Rassemblement national. Ils ont changé les acteurs qui sont au devant de la scène. Et si Marine Le Pen était allée avec sa liste comme chef de liste pour les élections européennes, il n'aurait pas obtenu le résultat que Bardella a obtenu. Mais c'est simplement, on va dire, cette souplesse-là de savoir que il faut pouvoir changer d'animateur lorsqu'il le faut. Ça n'a pas marché pour moi, je laisse passer. Exactement. Et les résultats sont là. Et c'est même ça aussi qui doit animer nos acteurs politiques ici. Savoir qu'ils ne sont pas des chefs coutumiers, savoir qu'aujourd'hui, avec la formation du gouvernement, beaucoup de responsables de partis politiques ont eu des problèmes parce que la Première ministre ne voulait pas d'eux. Ils voulaient des jeunes, ils voulaient des nouveaux visages. Mais certains disaient qu'on a investi des millions dans nos partis politiques
pourquoi vous avez refusé de nommer nos enfants, parce que pour eux, ils estiment qu'ils sont des entrepreneurs politiques. Ils créent des partis politiques, non pas pour pouvoir aider le pays, pour pouvoir servir le pays, mais pour s'enrichir, pour avoir un retour sur investissement. On dirait même que c'est un royaume dont Exactement. il faut que les enfants puissent évoluer, même s'ils voilà. ne sont pas compétents, c'est même pas... Ils Voilà. n'ont rien à faire là-bas. C'est ça le problème de Ils notre poussent politique. les enfants à la politique. Pourquoi? Parce que, comme je le disais à votre confrère ici, Jules, c'est-à-dire nous faisons face aux gens qui ont détruit l'entrepreneuriat, qui ont détruit le tissu économique, au point que, et même le tissu du travail, au point que même leurs propres enfants, qu'importe les études qu'ils peuvent leur donner, travailler ici au Congo, ils ne gagneront pas beaucoup d'argent. Même s'ils font des affaires, ça ne va pas prospérer tant qu'ils ne sont pas en politique. Tout à fait. Et c'est pourquoi même leurs propres enfants, après avoir fait Harvard, Cambridge, tout ce que vous voulez là, ils reviennent et ils doivent faire la politique. Oui, on dirait une Pourquoi? sorte Parce de que- couverture, j'ai l'impression. Exactement, C'est au-delà vrai. de la couverture, mais c'est le seul endroit qui produit énormément C'est d'argent. vraiment rentable. Et même pour ceux qui, les élections qui sont passées, moi j'étais choquée d'apprendre pour certains, oui, pourquoi tu as postulé? Bah, parce que moi-même des jeunes à l'université, je veux faire la politique parce que c'est là qu'il y a beaucoup plus d'argent. Oui. Vous Voilà. voyez C'est que les devenu, gens, c'est tout le Exactement. monde, en fait, c'est devenu, L'entrepreneuriat En du RDC, moment. il y a C'est ça des qu'on a salaires, vendu. oui, la politique, c'est C'est- soit tu es dans les c'est médias, la dans les politique, clashs oui. et qu'on sort, C'est ça qu'on soit a tu es dans la vendu. politique, ça rapporte de l'argent. C'est ça qu'on Ou a la vendu. musique, je pense que c'est le trois choses. Oui, oui, qui donc la musique, font- tu chantes des bêtises, Oui, tu chantes tu- des bêtises. tu es dans, populaire, dans les tu médias, tu es dans les clashs dans et qu'on le sort. buzz, dans Voilà. ça Et dans la politique. Exactement. Oui. Et dans la politique et dans les églises. Et tout ça, c'est on- pourquoi vous voyez certains jeunes, Oui, certains oui, jeunes, oui. ceux qui parlent bien Exactement. français, soit ils vont dans la politique, Soit l'église. soit ils vont dans l'église. Il y a Yeah. beaucoup de daddies, très jeunes là, daddies, des bergers, tout ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit toujours quand nous on grandissait, Mon Dieu. peut-être que vous n'avez pas connu cette époque. Oui, on était sûrement très jeunes. Nous, quand on grandissait, on a grandi dans l'époque, il y a Mwamba, 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 et Ouais, je on vois la louait chanson. Dieu, Nambunda ya Poso ya Ngombe, qui tchaka tchaka, avec des bancs en bois, Eh ben, on voit. où on était là. C'était vraiment, tu sens que on vient pour Dieu. Oui. Yeah. Les gens n'avaient qu'à faire de leur habillement, ils s'habillaient décemment. Il n'y avait pas trop de chilés que vous mettez là, tout ça et tout et tout. Bien qu'Itamba, là, tout le monde respectait la présence de Dieu. Et tu sens que les pasteurs étaient là pour le souci des âmes. Donc les gens ne restaient pas seulement à l'église, mais il y avait des campagnes, il y avait des évangélisations, des gens qui passaient pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Mais très vite, la richesse est passée par là. Oui. Et tout le monde court maintenant derrière l'argent. On ne voit plus les On âmes voit de ses Christ, intérêts. mais les gens, les fidèles deviennent un peu comme on va dire des clients, quoi. Oui, clients. exactement. il Même a pour pris mes prier fidèles, pour toi. il a demandé à... Ouais. Oui, même Pour pour faire prier une pour toi, délivrance, moi je pour suis faire choquée. Exactement. Hein. Je suis choquée. Il y En a, fait, il y a même un pasteur, je ne sais pas le nom, mais c'était quoi? Prière d'intersection. Le prix, dans le prix le plus moins cher, c'est pas moins de $50. Voilà. Dis-moi maintenant pour Consultation non, vraiment, prophétique, oui, machin, tout ça, il faut tout payer. ça, même c'est pire. Même pas de consultation, même dans les moments d'offrande. Oui. C'est devenu d'une certaine manière, on entend, on voit que c'est normal, mais Mais c'est c'est un pas problème. normal. Parce que comment, à l'heure des offrandes, on dit ceux qui ont $100. Voilà. Voilà. Donc maintenant, toi qui as $10, Donc comment petit à Exactement. petit à petit, 100. et le dernier montant, $10. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont 5 000 francs, les il faut pauvres vraiment- mamans, Exactement. les pauvres leur personnes. offrande ne ne valent compte rien. pas. Et tu sens l'ardeur avec laquelle il prie pour celui qui a Oh donné là là. $100. Pour celui qui a donné Oui. $100. Et par rapport à celui-là qui vient... différent. En fait, tu sens que le salut, c'est pour ceux qui ont l'argent. Celui qui a $100. Et ils Alors que oublient c'est ce qui pas s'est ça. passé au temple quand Jésus, la pauvre vieille dame qui avait C'est donné. celle qui a donné moins qui a Dieu été d'ailleurs, appréciée. Pourquoi? Parce qu'elle a donné Ça avec le venait du cœur. cœur. Et les gens sont là Exactement. maintenant pour prouver. Enfin, franchement, Exactement. C'est maintenant, l'église c'est devenu, comme vous l'avez dit, un business. Oui, c'est devenu un Exactement. business. Le Comme la business de politique, tout l'église. ça, c'est devenu Ouais, un ouais. business. Business de la politique. Exactement. Business. Donc, comme vous l'avez dit, l'entrepreneuriat a été, Exactement. je dirais, décomposé. Voilà. On l'a mis un peu Les partout. gens Exactement. ne pensent plus à vraiment apporter quelque chose dans Ouais. ces pays, de Ouais, vraiment ouais. le changement. Ouais, ouais. Les gens Chacun cherche son oui, profit, chacun son cherche son intérêt. profit. Donc, du coup, c'est comme si on est là, la RDC là, chacun vient couper un morceau. Ouais. Et pas. C'est pas un différent. énorme Voilà, gâteau on n'est et pas chacun différent. cherche Chacun sa trouve part. sa part. Et là, on Avec n'est vraiment il pas arrive pas. différent de nos agresseurs. Hein. Oui, on n'est Et pas puis, différent de nos vraiment. Voilà, nous-mêmes, on agresse soi, notre oui, pays voilà, plus que même la ceux-là qui viennent plus, nous agresser. c'est ça. Et moi, Parce Et qu'eux depuis viennent bien pourquoi? longtemps. Ils voient qu'il y a comme un buffet à volonté qui est organisé. chez nous. Maintenant, ils se disent, bah, tiens, c'est comme nous quand on est, bon, à notre époque encore, hein, Yeah. quand il y avait des fêtes du quartier, tout ça et tout, et Yeah. tout,
tous les voisins étaient invités. Hein. Il n'y avait pas des invitations ou tout ça et tout et tout. Quand on sait qu'on prépare, il y a la nourriture à gogo. Il n'y avait même pas des gens assiettes en porcelaine, tout ça. Tout ça, tu viens. Et tu te sers au thé. Et puis, ils fait l'eau, sous charamade, sous poisson, tout ça. Comment on appelle ça? Bambala, il y a sucre, tout ça que je ne vois même plus dans des fêtes. C'est devenu le luxe. Oui, même les et ça, c'est justement ce que nos voisins font. Ils voient que nous-mêmes, on est là, on est en train de piller notre pays. Et ils se disent, comme chacun est préoccupé à prendre ce qu'il doit prendre, personne ne voit que les voisins sont là pour venir aussi prendre. Et même quand on voit, on ne fait rien. Moi, désolé, je suis là, quand on dit oui, mais on veut critiquer le pays voisin fait ça, mais je pense que nous-mêmes aussi, on a une part de responsabilité dès le départ sur ces conflits-là. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est par notre faute aussi. Tout à fait, parce que si on est réellement réaliste, pensez vraiment que nos voisins, que les Rwandais agissent seuls, sans la collaboration des Congolais. Et puis un grand pays comme la RDC, moi je suis choquée, si on doit parler de ça, on est quand même parmi les plus grands pays en Afrique. Si un pays comme le Rwanda a peur de l'Ouganda, qui est même pas l'inquart de la RDC, il ne peut pas aller ils n'osent même pas, parce que si on voit bien, c'est depuis longtemps qu'ils ont toujours été en conflit. Ils n'osent pas, mais pourquoi ils ont le courage? Parce qu'on ne se respecte pas nous-mêmes. Et même en Tanzanie, parce que Kagame avait aussi des problèmes avec, surtout le président. Il a toujours eu des problèmes avec les pays frontaliers, au fait. Celui qui est venu avant, celui qui était là avant Magufuli, je l'ai même rencontré ici lorsqu'il est venu pour les élections. Jusqu'aujourd'hui, ils ne s'entendent pas avec le président Kikwete. Parce que le président Kikwete avait parlé notamment de la situation des Tutsis à l'époque, tout ça. Donc, son discours des Tutsis marginalisés ici au Congo, il essayait de les tenir aussi avec la Tanzanie. Pour essayer. Et là, on lui a remonté les bretelles comme pas possible. Et il n'a jamais osé aller s'aventurer là-bas. Et même, c'est une dame qui est là, mais une dame de fer, une dame de caractère. En fait, parce qu'ils ont compris. Il ne peut pas. Il ne peut pas aller oser là-bas. Ils jouent avec nous, c'est parce qu'ils ont compris que nous, il suffit d'un petit pot de vin. Le Congolais, c'est normal. Non, ils jouent avec nous parce que nous-mêmes, on joue. Oui, parce que si aujourd'hui, je pense que si on s'est décidé, je ne suis pas à la place de notre président, mais si je pense qu'on prenait des mesures qu'il faut pour se dire, OK, maintenant là, tu la fermes. Non, mais désolé, je pense que c'est vraiment ça. Il vient de déclarer qu'il est prêt à faire la guerre. À faire la guerre avec nous. Alors mais comme je l'ai dit, il faut féliciter le président de la République. Oui, je pense qu'il fait quand même de son c'est pas facile. C'est pas facile de diriger un pays aussi comme la RDC. Où les mentalités sont ce qu'elles sont. Surtout les mentalités. Et je dis toujours, le président était venu comme dans un... tu vois, lorsqu'il y a des épidémies, il est venu comme dans une zone infectée par le virus de la corruption. Et il a dit, je viens déboulonner les systèmes de corruption, le système dictatorial, tout ce qu'il voulait. Et il avait besoin d'une armée pour pouvoir faire cette lutte-là. Mais il semble être le seul à avoir été vacciné contre ces virus-là, au point que même tous ceux sur qui il comptait pour pouvoir se battre se sont transformés en zombies. Tu vois, comme le film là où quand on te mord, tu deviens zombie, tout ça et tout. Et donc, ils ont été mordus et sont devenus des zombies. Et il est resté le seul là, le pauvre ne sachant que faire. Et donc, et c'est pourquoi notre lutte, notamment avec CPG, c'est de pouvoir responsabiliser le peuple. On dit toujours à la jeunesse que nous ne devons pas attendre les changements parce que nous sommes les changements. Nous incarnons les changements et nous devons être les changements que nous voulons voir dans notre communauté. Les changements commencent par des petites choses. Le changement commence dans ta maison. Comment tu reprends tout discours négatif et pessimiste contre le pays. Comment tu ne permets pas que là où toi tu es, que ta mère, que tes frères et tout disent du mal du Congo ou qu'ils montrent que le Congo s'est perdu. Comment tu les sensibilises eux-mêmes sur la cause du Congo. C'est là que le patriotisme commence. Il faut commencer dans ta maison. Dans ta parcelle, il y a des cours communes, tout ça, même si ça ressemble aux immeubles maintenant, moi j'appelle ça toujours cours communes. Et donc, même les appartements là, et donc vous pouvez déjà commencer là, dans les avenues. Tu as beau faire que ta maison soit propre, mais dès que tu sors dans la rue comme ça, ton avenue là, ça sent donc les caniveaux, tout ça. Pourquoi ne pas vous organiser, sensibiliser les voisins, tout ça, avoir comme une forme de syndic où vous faites les salongos, vous savez faire de petites cotisations. Vous les faites lorsqu'il n'y a pas de courant. Les jeunes là passent, on en fait d'air, tout ça. Tout le monde mobilise, quand il y a du foot, tout ça, tout le monde paye. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir du courant. Mais pourquoi on ne se cotise pas aussi pour les bonnes causes, notamment la salubrité, tout ça et tout. Parce que ça nous évite des maladies. Si on voyait l'impact que la saleté avait sur nous,
on laisserait même le courant là pour nous occuper du problème de la saleté. Donc, Parce que si on dit que c'est à l'État de venir s'occuper de la saleté, c'est la même chose par rapport au courant et aux autres. Pourquoi on s'en occupe? Parce que nous savons que nous devons d'abord nous prendre en charge. Et donc, ce que nous disons avec CPG, c'est que il est temps que nous puissions nous organiser, que nous puissions nous prendre en charge. On ne nous fera pas de cadeaux. Et dans ma tribune, dans votre revue des femmes, je disais notamment par rapport aux femmes et par rapport aux jeunes, que le simple fait d'être femme ou le simple fait d'être jeune ne vous donne pas le droit de pouvoir revendiquer de choses. Parce que nous sommes dans une société de compétitivité, de compétition. C'est les compétences qui priment. Ce n'est pas le genre, ce n'est pas l'âge. Et donc, même cette question du renouvellement de la classe politique, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de ne pas venir simplement avec l'âge comme étant un argument pour ces renouvellements-là. Ou du fait que tu n'as jamais géré comme un argument pour qu'on te mette à la place de ceux-là qui ont géré. Non. On va dire, tu vois, même dans les équipes de football, il y a toujours l'ancienne génération qui reste là. Et on insère, je n'aime pas le Real de Madrid, parce que je suis pro-Messi, mais il faut reconnaître que Florentino Pérez a su gérer cette transition-là des anciennes générations et en injectant des jeunes et qui se mettent ensemble, l'expérience des vieux, le vécu des vieux profite à cette jeunesse-là qui mûrit et ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, Vinicius Junior était quelqu'un, tout le monde s'est plaigné de Vinicius. Benzema a même dit une fois que Vinicius jouait contre eux parce qu'il ratait beaucoup d'occasions, tout ça, tout le monde s'est plaigné de lui. Mais aujourd'hui, il est cité pour être ballon d'or. Et même avant que Benzema ne parte la dernière saison, le ballon d'or de Benzema, là, il a été pour Benzema, c'est que Benzema était pour Cristiano Ronaldo. Donc un coéquipier qui lui donnait des caviars, tout ça. Pourquoi? Parce que il était jeune, il a profité du vécu de ces vestiaires-là. Et aujourd'hui, il est un peu comme de la génération intermédiaire qui encadre maintenant les autres jeunes qui viennent là, tout ça, et ainsi de suite. En politique, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait ceux-là qui ont vécu l'histoire, ceux-là qui connaissent d'où le conflit que nous avons avec le Rwanda a commencé où est parti d'où. Les problèmes que nous avons, notre économie, nous avons parlé de l'indépendance économique, c'est 30 juin dans la conférence Le Congo d'aujourd'hui et de demain qu'on organise avec CPG. C'est de savoir... Nous avions une économie forte. On était comme la Corée du Sud, on était plus que l'Afrique du Sud, on était l'une des économies les plus performantes ici en Afrique. Mais comment 60 ans plus tard, les autres ont fait un pas en avant et nous sommes l'un des pays les plus pauvres du monde. Ça ne peut pas qu'être la faute des Blancs. Parce que les Blancs sont aussi en Afrique du Sud. Les Blancs sont aussi dans le Maghreb. Pourquoi ils ne font pas ce qu'ils font là-bas? J'ai dit toujours, nous, quand on grandissait, encore une fois, sur le boulevard, on n'avait pas des aveugles. Hein. Je ne sais pas, le réchauffement climatique a fait que beaucoup de gens ont perdu la vue, mais on ne voyait pas des mendiants aveugles ici sur le boulevard. C'est des Éthiopiens, c'est des Tchadiens. À l'école primaire, à l'époque, quand on t'insulte, quand on te dit que tu es Éthiopien, tu pleures, tu vas accuser à la direction. Pourquoi? Parce que Éthiopien, c'est une insulte. Parce que l'Éthiopie a traversé une famine indescriptible et des problèmes terribles. Mais aujourd'hui, aller à Addis Abeba, regardez à quoi ressemble l'Éthiopie. Incroyable. Et donc, c'est un pays qui avance, et ces pays-là avancent avec sa culture, avec sa religion, avec son écriture, avec sa langue. Donc, ce ne sont pas des gens, oh non, il faut parler anglais, il faut parler français. Non, eux, ils ont leur langue, ils ont leur écriture, ils ont su garder ce qu'ils étaient là par leurs ancêtres. Ils n'ont pas coupé le cordon ombilical avec ce qu'ils sont. Et voilà qu'ils sont en train de prospérer. Et donc, c'est que nous disons aussi que le problème n'est pas un problème d'individu, mais c'est un problème de système. Nous avons un système défaillant. Nous avons un système qui ne permet pas justement à pouvoir regarder et savoir ce qu'on veut faire du Congo. Nous avons un système qui ne permet pas, puisque nous savons où nous allons, à pouvoir faire ces courses de relais là. C'est comme relais 400 mètres, tu es Usain Bolt et tout, mais tu ne vas pas courir 400 mètres. Il faut qu'il y ait d'autres qui commencent par courir et qui te donnent le flambeau et ainsi de suite. Et toi, tu arrives jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous devons comprendre que le Congo que nous voulons dans 35 ans, ce ne sont pas nous qui allons arriver dans ces Congos-là. Mais il faut que nous puissions tracer le chemin, commencer et préparer à chaque fois la génération qui va venir après nous pour que nous puissions aller dans ces Congos-là, dans cet idéal-là du Congo que nous voulons. Tant qu'il n'y aura pas d'idéal, on sera tous vieux, rassurez-vous. C'est tout à fait vrai ce que vous venez de dire. Mais après, moi, je me dis qu'on n'a pas d'abord besoin de renouvellement de la classe politique. Puisque ce qui est d'abord pertinent, pour l'instant en RDC, c'est plutôt le renouvellement de mentalité. Exactement. Parce que en soi, on a, comme vous l'avez dit, en soi
renouvellement, il est constant, il est croissant, il est effectif. Vous voyez, mais même ces gens-là qu'on renouvelle, même les jeunes que nous voulons qu'ils occupent la place, en soi, la mentalité, elle pose un problème. Ce qui fait qu'on n'a pas d'évolution, on n'a pas ce changement que l'on souhaite faire. Donc, pourquoi ne pas proposer des mesures concrètes pour pouvoir justement encourager le renouvellement de la mentalité? C'est ce qu'il faudrait faire avant de changer la classe politique. Parce que même si vous prenez un vieux, un jeune, s'ils ont la même mentalité, ça sert à rien. C'est ça, et pour preuve, cette législature est la législature où il y a eu le taux de renouvellement le plus haut depuis que nous avons commencé les élections là-bas à l'Assemblée nationale. C'est un peu plus de 20%, à peu près 30%. Ça faisait même partie d'une de mes questions. Voilà, mais tout le temps, on est à moins de 15% de renouvellement. Donc c'est plus de 80% du Parlement qui est renouvelé à chaque élection. Donc on ne peut pas parler de renouvellement. On a l'impression que les mêmes acteurs reviennent parce que nous avons des noms qui retentissent. Quoi. Quand tu entends un Boussa Niamou ici, tu entends un Pius Mouabil, tu as l'impression que ce sont les mêmes qui reviennent. Mais lorsque tu regardes dans le fond, tu verras qu'on a renouvelé beaucoup de gens. Aujourd'hui, tout le monde se plaint du taux de dollar. Mais c'est une dame qui est à la Banque centrale. Et donc, lorsque vous vous acclamez que Soumi Noé à la primature, vous devez tempérer votre excitation parce que simplement le fait d'être femme ou d'être mère au foyer ou d'avoir le cœur de mère, le cœur de mère, ne suffit pas pour pouvoir résoudre des problèmes. Absolument. Les problèmes exigent des solutions. Même si solution est au féminin, mais solution n'est pas femme. Donc, il faut un plan, il faut des acteurs, il faut un suivi, il faut de la rigueur. Et ça, ce n'est pas jeune, ça, ce n'est pas vieux, ça, ce n'est pas femme, ça, ce n'est pas homme. Même durant votre discours, vous avez donné une très belle solution pour moi. C'est cette politique que l'on n'a pas de la continuité. Exactement. Moi, je pense que ces réunions, ces fêtes-là, de fois qu'on fait, les ministres ont fait, je pense, la semaine dernière, des remises et reprises. Moi, je pense que ça devrait être vraiment toute une saison, une période de remise et de reprise. Parce que généralement, je ne sais pas si ça se fait entre les ministres entrants et sortants. Est-ce qu'ils ont le temps de partager les acquis qu'ils ont eu à faire, les idées? Est-ce qu'ils ont ce temps? Ils échangent des dossiers, en soi, mais après... ils échangent simplement des dossiers. Ils n'ont pas la contrainte de continuer. Ils n'ont pas la contrainte de continuer. Deux fois même, ils ne se présentent même pas aux remises et reprises. Ouais, surtout les sortants. Je me dis à quoi maintenant ça sert? Puisque après, comme vous l'avez dit, on a besoin d'une politique constante, une ligne de conduite. Constante. Bien qu'il y a des changements, mais que tout le monde suive cette ligne de conduite. Parce qu'on sait où on va, le ministre entrant suivra la ligne de conduite du ministère de l'Environnement s'il n'a pas reçu les informations sur le mandat du ministre comment ça s'est passé, les rapports. Comment ça se fait? Moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse instruire, je ne sais pas, une période de remise et reprise où les deux, le ministre entrant et sortant, demeure en fonction pour cette période-là, le temps d'échanger, essayer d'instaurer cette bonne politique de continuité. Ou soit malgré que l'autre ne soit plus, mais qu'il soit là comme un conseiller, aider l'autre. Mais vous savez, hein, comme je vous disais tout à l'heure... Il y a une rivalité maintenant. Oui, c'est ça. Ici, chacun est là pour son intérêt. Et c'est pourquoi... Quand toi, tu viens, on ne te voit pas comme étant l'avenir de la nation, mais tu es venu piquer ma place. Voilà, et les autres, même les agents qui sont là, hey, ministre qui est là, Kazala, qui bien. Chacun a son pro. Nous devons tous être pro-Congo. Comme je l'ai dit, nous devons avoir une vision commune de ce que nous voulons faire de ces Congos. Un point d'intersection de tous nos intérêts, là où nous laissons nos intérêts individuels au profit de l'intérêt de la nation, nous devons avoir des militaires. Comme j'ai suivi quelqu'un qui disait, le militaire, lorsqu'il va combattre au front, il ne va pas combattre pour que sa famille s'enrichisse. Il ne va pas combattre pour que son enfant puisse avoir un poste. Il va combattre pour la patrie. Donc si nous avions de médecins militaires, si nous avions de politiques militaires, si nous avions des gens qui étaient prêts jusqu'au sacrifice suprême, pour que la cause de la nation puisse avancer, on avancerait. La cause des militaires, c'est qu'on chasse l'agresseur rwandais et que la paix revienne. Mais la cause des politiciens, c'est quoi? Est-ce réellement de développer ce pays? Est-ce que eux, les militaires, ont une stratégie? Ça prend peut-être du temps, on s'est plaint, mais eux savent comment ils font, à quoi ils font face et où est-ce qu'ils veulent en arriver. Parce que les gens ne vont pas aller mourir pour rien. Vraiment. Ils prennent ces risques-là parce qu'ils savent ce qu'ils veulent derrière cette guerre-là. Et nous autres aussi, lorsque nous faisons la politique, est-ce que nous savons ce que nous voulons faire de ces pays? Lorsque nous les saurons, lorsque cela sera établi, on ira justement dans cette ligne-là de continuité et les gens peuvent partir. Il y aura comme un comité dans le noir qui va s'assurer de la continuité, que les choses avancent. Parce que comme je l'ai dit, que la gauche vienne, que la droite vienne, que les républicains viennent ou que les démocrates viennent, la politique américaine, la politique française, la politique de la Chine vis-à-vis des autres pays reste la même. On a beau changer les acteurs, mais ça reste la même. Pourquoi? Parce que la politique reste la même. Pourquoi? Parce qu'il y a des acteurs qui sont là dans le noir, qu'on ne voit pas.
mais qui sont à côté de politiques qui, eux, justement, permettent cette stabilité-là de la politique, à moins que les intérêts changent ou que les éléments exogènes changent et ça nécessite un shift. Mais en tout cas, ces gens-là resteront ce qu'ils sont. Ils n'aimeront jamais l'Afrique. Ils voudront qu'on soit toujours esclaves. Ils voudront toujours venir puiser nos ressources. Ils vont nous distraire. Ils vont mettre des incompétents à la tête de nos pays. Ils vont imposer des dictateurs. C'est à nous de pouvoir nous affranchir. C'est à nous de pouvoir nous organiser pour que notre pays puisse être celui que nos pères de l'indépendance ont rêvé. C'est pas une question, mais bon, c'est également une proposition toujours dans le rythme de la conversation. En soi, dans notre politique congolaise, les choses que l'on pourrait briser, c'est déjà ce système-là de royauté. Mon fils, le fils de mon fils. Qu'on puisse briser également ce qui attire dans la politique. Quoi? L'argent. Si on remet, parce que généralement les gens veulent devenir politiciens à cause des salaires. Ils sont un peu faisons comme au surpayés. J'ai aimé, comme au Burkina, vous avez vu ce que le président a fait? Tous les députés auront que des primes. Et puis, si on revoit à la baisse, qu'on baisse un peu. On revoit à la baisse leur salaire. On revoit à la baisse les immunités, les salaires. Qu'on puisse arracher, tous les avantages là, arracher ce qui fait aux politiciens un business. Je pense que là, on aura vraiment des gens qui veulent travailler. Là, je pense que ceux qui seront là pour les intérêts partiront. Mais ceux qui seront là réellement pour l'intérêt, ils ne vont pas voir l'argent, ils vont voir leur c'est qu'ils vont apporter titre d'acteurs politiques et ils seront là pour l'avancement du pays. Ça, vrai, donc il y aura les avantages assortis à tous les politiciens. On en a donc il y aura le système de royauté, fils. Quelqu'un qui parce qu'il est là, son fils doit être là. Ça n'avancera pas. Et tout le monde voudra devenir politique. Et lorsque ces systèmes persistent, tout le monde des jeunes comme nous veulent devenir politiciens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si lui il entre, il a déjà un avenir à préparer pour son fils, il aura déjà de l'argent, alors qu'on devrait déjà briser ces trucs-là. Quand tu entres dans la politique, tu n'entres pas pour toi, tu n'entres pas pour ta famille, tu entres pour l'avenir du pays. Comme un militaire. Tu vois là, tu es un patriote en fait. Les pays asiatiques ont même bien assimilé ça avec leur système de militaire pour tous. Donc tous les enfants en soi à une âge, c'est l'obligation militaire. Ils font le service militaire. Nous aussi, je pense qu'on devrait jamais mettre ce système-là. Le patriotisme. Ils sont tous à un âge obligé d'entrer à l'armée. Le service militaire. Pas forcément avoir le service militaire, pas forcément aller à la guerre, mais au moins, vous connaissez cette rigueur, vous voyez cette formation patriotique. Donc, quand tu passes, je pense, c'est 2 ans, quelque chose comme ça. 2 ans. Tu fais 2 ans entouré dans un environnement totalement patriotique. Et quand tu reviens, le mental change. Quelque chose. Tu ne voudras pas que un intrus te fasse du mal, à ton pays. Moi, je pense que c'est peut-être ce qu'on devrait faire. Parce que nos politiciens sont spécialistes en parler. Mais personne ne va voir. C'est maintenant à moi de me sentir visé. Excusez-nous. Nos politiciens, ils sont là à des conférences, ils sont là à des plateaux, ils parlent, ils ont des idées, ils parlent. Ils sont intelligents, c'est pas intelligent. Qu'est-ce qu'ils font? Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, ils ne mobilisent rien. Ils ne savent pas ce que les gens vivent là-bas à l'Est, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais mis le pied à l'Est. Donc pour eux, ils se sentent concernés tout en étant de loin. Moi, c'est qui me gêne, il y a même des généraux qui n'ont jamais vécu la guerre. Bakinaka sur le fronté. C'est seulement général titre, mais ils ont des grades. Oui, et moi, je pense vraiment tout ça, c'est... Parce qu'avec cette histoire de brassage-mixage, on a des militaires qui est parti des civils à colonel. Parce que quand il est entré dans une rébellion, on l'appelait colonel parce qu'il est, je sais pas moi, le frère de celui qui fait tout ça. Et lorsqu'on a obligé qu'on les intègre dans l'armée, on a dit qu'ils viennent avec leur grade qu'ils avaient dans la rébellion. Et donc on a des gens qui n'ont jamais été militaires, qui sont partis des civils à colonel et qui aujourd'hui sont devenus généraux. Il n'a jamais été capitaine, il n'a jamais été lieutenant, il n'a jamais... Tout donc c'est triste. J'ai quand même une dernière question pour clôturer ce débat. Oui, Monsieur Christian, quels sont les enjeux et les défis à relever pour pérenniser le renouvellement de la classe politique en RDC dans les années à venir? Comme je l'ai dit, nous l'avons tous dit tout à l'heure, le secret, c'est de savoir ce que nous voulons faire de ce pays. Savoir ce qu'on veut faire. Voilà, parce que le renouvellement, comme je l'ai dit, il n'est pas apprécié ou il n'est pas assez vu ou constaté parce qu'il ne produit pas des résultats. Vous devez savoir qu'on change les acteurs. Avec l'ultra-politisation de toutes les structures de gestion et même de l'administration publique, les changements, il est effectif. Mais je dis, ces changements-là est au profit de qui? Au profit des individus. C'est ça qu'il faut casser. Notre État ne fait pas suffisamment peur. Ce n'est pas simplement une question de royaume.
Parce qu'il est légitime pour qu'un parent, lorsqu'il fait ses enfants, si un enfant veut faire la politique, il n'a qu'à faire la politique. Si c'est sa passion, s'il veut réellement servir. C'est comme un militaire, vous n'allez pas interdire à un militaire que ses enfants deviennent aussi des militaires. Pourquoi on interdit en politique? Parce qu'il y a beaucoup de bêtises et des bavures là-bas. Mais on ne va pas interdire à un médecin qu'il ait des enfants médecins ou un avocat qu'il ait des enfants avocats. Parce qu'il va bien faire son travail. Exactement. Donc, il faut juste assainir le secteur politique. Il faut que la politique redevienne cet apostolat-là, redevienne un service. Parce qu'on ne devient pas, si on veut être riche, on fait des affaires. On ne vient pas en politique. On ne devient pas pasteur, on ne devient pas militaire, on ne devient pas médecin, on ne devient pas journaliste, on ne devient pas... un métier de riche. Voilà, donc ce ne sont pas des métiers où on vient pour être riche. C'est des métiers où on vient, on doit se rassurer de vivre décemment, de vivre de ces métiers-là, nouer le 2 bouts du mois, savoir aller en vacances avec les enfants lorsqu'il le faut, et savoir leur offrir une éducation. C'est suffisant. On est au service des autres. Voilà, on est au service des autres. Le véritable salaire que nous obtenons, c'est la satisfaction lorsque nous avons servi les autres. Et ça a toujours forgé ma vie depuis que j'ai grandi. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu m'emprisonner dans une entreprise quelconque. Je me suis dit, je vais créer ma propre affaire. Je vais moi-même aller en politique parce que je suis vraiment quelqu'un qui est tourné dans les services. Et il faut que nous puissions rétablir ça dans la classe politique. Il faut que l'État puisse faire peur. Que les gens ne puissent pas détourner, faire 3 mois en prison et sortir et puis pour aller jouir de leurs millions. Donc, il faut que vraiment celui qui a pris l'argent de l'État puisse avoir la plus grande honte de sa vie. Qu'il puisse même être mis comme dans un musée qui est en réalité une prison. Et les enfants de la maternelle et de l'école primaire passent par là pour voir que ses papas-ci est un voleur. Et voilà, si toi tu voles, tu touches dans l'argent de l'État, voilà là où tu vas finir. Que cela soit inculqué déjà dans les mentalités des jeunes. Et c'est comme ça que vous verrez que la politique ne sera pas un endroit où tout le monde viendra. Parce qu'il n'en a pas été toujours ainsi ici au pays. Il y a quelques décennies, la politique était réservée à une certaine classe. Les gens regardaient la politique de loin. Mais tout le monde ne s'intéressait pas à la politique. Les gens avaient à la limite peur de faire la politique. Les gens, pourquoi? Parce que les gens étaient payés. Si tu es enseignant, si tu es médecin, si tu es ceci, tout ça, les gens étaient très bien payés. Chacun faisait ses affaires. Le pays était plus ou moins connecté. Les gens allaient à l'intérieur du pays pour acheter des choses. Ils revenaient ici pour vendre, tout ça. Donc le commerce était là. Il y avait une économie interne qui marchait. Et tout le monde pouvait bien gagner sa vie en étant loin de la politique. Donc, mais quand la politique s'est invitée, quand la politique a commencé à dégrader les tissus économiques, les tissus sociaux, quand la politique a vraiment amené notre pays dans une déliquescence indescriptible, c'est là que tout le monde a commencé à s'intéresser à la politique et a vu, bah tiens, c'est là que ça marche, c'est là que les gens font de l'argent. Et voilà où on en est. Donc, il faut vraiment taper du poing sur la table, qu'il y ait une rigueur, qui même quand les gens sont là, on va dire les mauvaises habitudes ont la peau dure. Ça ne va pas changer subitement. Mais il faut qu'il y ait des cas d'envergure, de cas exemplaires où des gens sont pris la main dans le sac, sont humiliés, sont arrêtés. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre quelque chose qui va aider le pays à avancer. Donc, le secret, comme je l'ai dit, être strict, savoir ce qu'on veut faire de ces pays, avoir un modèle du Congo que nous voulons, un plan de développement économique, avec les routes, avec les productions, les zones économiques spéciales, on sait tout ce qu'il faut faire et tout notre politique agricole, notre politique économique, notre politique militaire, notre politique diplomatique, que cela soit bien établi. Et comme ça, même lorsque les administrations vont se succéder, ce n'est que des petits réglages que les gens feront et tout, parce qu'en tant que Congolais, nous nous sommes tous mis d'accord sur le sort de notre pays, sur l'essor de notre pays, sur, on va dire, le destin de notre pays, sur son histoire, d'où nous venons, où nous sommes, et pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'il faut corriger et où nous allons, que cela soit enseigné à nos enfants dès le bas âge, et que cette génération pourrie là, qu'on puisse la maîtriser par le fouet, mais que la génération qui vient là, qu'on puisse la protéger pour qu'elle n'accumule pas la crasse de notre génération. Et comme ça, celle-ci partira parce qu'on l'a tenue comme ça. Mais celle qui viendra là, on n'aura pas besoin du fouet parce qu'ils auront déjà été conditionnés à être ce qu'ils sont. Et ils vont jouir en fait des conditions que nous allons déjà mettre, des bases que nous allons poser. Et on redeviendra un pays normal. Et comme je l'ai dit, le plus grand héritage qu'on peut laisser à nos descendants, c'est ces pays. Ça ne sert à rien d'être là, tu vas construire ton immeuble, tu vas acheter des voitures, tu vas acheter des terrains pour léguer à tes enfants. Mais demain, lorsque le Congo est malade, quelqu'un viendra dire que ce sont ses terrains, c'est son immeuble, il va aller corrompre un magistrat, tout ça, et puis Barboua Kelibana Biloko Libanda. Pourquoi? Parce que tu t'es concentré vers ton petit confort en pensant que
immeuble, c'est ça la sécurité pour tes enfants, en laissant les problèmes du Congo, et les problèmes du Congo vont s'occuper de tes enfants qui vont te maudire là où tu seras dans ta tombe. Donc il est bien, je ne demande pas aux gens d'abandonner leur famille, il faut servir les familles, il faut pouvoir investir pour que les enfants aient une vie meilleure que la tienne, mais une vie meilleure suppose aussi de vivre dans un Congo meilleur que le Congo où tu as vécu. Et ça, c'est une responsabilité partagée, c'est une responsabilité commune qui ne dépend pas seulement de ceux qui font la politique, mais qui dépend de chaque citoyen où qu'il se trouve. Merci, Monsieur Christian. Et je vous félicite parce que ce que vous faites, c'est votre part aussi à ces Congos-là nouveaux. Parce que la presse est ce qu'elle est, les médias sont ce qu'ils sont, mais vous venez aussi avec une autre façon de faire. En fait, vous vous projetez déjà dans ces Congos d'aujourd'hui et de demain, comme un peu CPG, hein, et vous faites des choses de sorte à pouvoir apporter votre pierre, à pouvoir sensibiliser les gens, à pouvoir apporter de la qualité, de la bonne humeur, à pouvoir instruire dans les ménages. Et ça, comme j'ai dit, c'est ce qui devrait animer tout le monde. Que chacun, en allant la nuit, s'est couché, se pose la question, dans les actes que j'ai commis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait qui a avancé la cause commune du pays. Et c'est seulement comme ça, lorsque les gens se remettront en cause quotidiennement sur ce qu'ils font pour le pays, avant de se demander ce que le pays fait pour eux, c'est là que nous allons aboutir à ces Congos-là que nous voulons. Merci, ça mérite vraiment un petit bravo là, Monsieur Christian. Digne d'un discours devant un grand public. Mais merci, Monsieur Christian. Merci les filles. Je pense que tout comme moi, vous avez appris. Hein. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai compris enfin c'est quoi le renouvellement de la classe politique, en quoi ça consiste, voilà, tout ce qui va avec, le pourquoi, les comment. Je sais maintenant qu'on en a et qu'il y a juste beaucoup de changements à faire et j'espère qu'on va y arriver. On garde espoir. On n'a dit pas des mauvaises pensées négatives. On garde espoir. On sait que notre président Félix Antoine Tshisekedi fait de son mieux dans cette lutte, dans ce combat. Et c'est à nous aussi de l'accompagner en faisant quelque chose, en n'attendant toujours pas que ça soit l'État ou les autres fassent quelque chose. Merci. C'est la fin de la table ronde. J'avais dit à la fin qu'on allait avoir le conseil du jour. Monsieur Christian, peut-être juste quelques mots. Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes, à toutes ces personnes justement qui nous suivent à travers la RDC concernant ces sujets? Quel petit conseil en quelques mots? Donc comme je le disais tout à l'heure, les Congos est un héritage que nous avons reçu de nos aïeux. Et nous devons le transmettre à la postérité, à la génération future. Et c'est pourquoi dans notre hymne national, nous disons que tout ce que nous avons dit dans cet hymne national est un serment. Un serment de liberté. Et ces serments-là, nous les léguons à notre postérité pour toujours. Mais sommes-nous fidèles de ces serments-là? Lorsque nous disons que nous allons assurer la grandeur de ces pays, est-ce que dans nos actes, nous assurons réellement la grandeur de ces pays? Lorsque nous parlons d'unité, est-ce que nous sommes réellement unis autour du Congo? Je ne pense pas. Nous devons pouvoir faire une remise en question pour que nous puissions servir réellement ces pays et le transmettre aux générations futures beaucoup plus glorieux que nous l'avons hérité. Ça ne sert à rien de se plaindre. Moi, dans mon bail, elle a raté, comme on dit. Le Congo est ce qu'il est. Nous ne l'avons pas demandé. Ceux qui nous ont précédés ont été irresponsables. Ils l'ont détruit, alors qu'eux ont hérité d'un Congo meilleur de leurs aïeux. Ils l'ont détruit et nous ont laissé cette coquille vide qui nous blesse chaque jour. Et ce serait irresponsable et criminel même de notre part de léguer aussi aux générations futures le Congo en l'état ou encore beaucoup pire, parce que nous sentons que le Congo est en train de s'empirer de plus en plus. Ce serait criminel et même sorcier de notre part. Et donc, il est de notre responsabilité de pouvoir travailler pour pouvoir léguer un meilleur Congo aux générations futures. Ce qu'il a manqué à nos pères, c'est justement des repères. Nous devons pouvoir avoir ces repères. Comme on dit, comme Eugène Kandolo me dit toujours, faute de repères, nous devons vous-même être des repères. Nous devons pouvoir, on va dire, tracer le Congo que nous voulons, les modéliser, le visualiser. Lorsque nous dormons, que nous rêvions Congo que nous voulons. Et que lorsque nous nous réveillons le matin, qu'on sente la distance qu'il y a entre le Congo que nous avons rêvé et le Congo qui est. Et que nous nous mettions au travail pour que chaque jour que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de ces Congos-là. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du président de la République, ce n'est pas la responsabilité des ministres, c'est la responsabilité partagée de tous les citoyens. Parce que ceux qui nous dirigent sont à l'image de nous, le peuple. Vous, à la maison, là, lorsque vous dites à vos enfants d'être ministre, vous leur dites quoi? Est-ce que sois ministre pour servir ton pays? Non. Sois ministre, tu vas m'acheter une maison. Sois ministre, comme ça, ce sera aussi notre tour. Donc, vous créez des voleurs dans vos maisons.
C'est là aussi qu'il faut changer. Parce que demain, on va avoir les mêmes problèmes parce que vous êtes en train de préparer des problèmes beaucoup pires dans vos maisons. Donc, il faut changer si nous voulons les changements. Demain, c'est nous qui serons les ancêtres. Mais il faut que nos descendants puissent être fiers de ce que nous avons été, fiers de ce que nous avons fait pour eux. Et c'est comme ça qu'ils vont nous évoquer pour dire le Congo de Mukendi, le Congo de Prunel, le Congo de Gracias et de Prisca. Et c'est ces Congos-là qui vont évoquer, c'est cette lutte-là que nous avons fait, que nous avons menée, qui va les inspirer pour qu'eux aussi puissent faire face, on va dire, aux défis de leur génération. Comme aujourd'hui, j'évoque, on va dire, mon grand maître Lumumba pour pouvoir résister malgré l'adversité, malgré l'impossibilité de la chose, parce que je sais que lui avait fait face aux colons, aux colonisateurs qui avaient tous les droits et les nègres n'avaient aucun droit. Mais nous faisons simplement face à un système que nous-mêmes nous avons mis en place, à des tares qui sont en nous et que ce ne sont pas des tares exogènes. Et donc le traitement doit être le traitement intérieur. Et moi, j'ai pris la résolution de changer pour que le changement puisse venir dans notre pays. Et je vous invite, vous aussi, là où vous êtes, à prendre cette résolution-là de changer pour que le Congo nouveau, le Congo grand et prospère puisse être une réalité. Merci, Monsieur Christian. Encore une fois de plus, je suis éblouie. Je ne sais pas vous. J'ai été absorbée. Franchement, merci. Vous êtes C'est moi qui vous remercie. Vous êtes un exemple. Je pense que vous nous inspirez. Vous allez inspirer sûrement ces jeunes, ces personnes, toute personne qui va suivre l'émission. Par rapport à ce que vous avez dit, vous avez soulevé beaucoup de points qui sont importants. Et merci pour votre conseil. Merci qui, beaucoup. nous aussi, nous allons... le mettre en pratique. Davantage, parce que vous le faites déjà. Merci. Alors, c'est la fin de l'émission. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. La Congolaise 2.0, Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous, partagez. Et nous avons quelques shots de nos vidéos à ne pas manquer. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre à Congo Buzz TV chaque week-end, samedi et dimanche, ainsi que les rediffusions dans la semaine. Portez-vous très bien et on se dit à très bientôt. Au revoir.